À l'hôtel, dans sa robe encore humide de ses larmes, elle attendait un homme qui n'est jamais venu. Mais lorsque les portes de l'église se sont ouvertes, ce n'est pas le marié qui est entré. C'était son frère. Froid, réservé, et milliardaire. Et devant tout le monde, il a fait une proposition que personne n'attendait, « Épouse-moi ». Ce qui a commencé par un contrat est devenu un amour auquel personne n'osait croire, mais la suite, personne n'aurait pu l'imaginer. Si cette histoire vous touche, merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous écoutez ce message. Votre soutien est ce qui maintient cette chaîne en vie et pleine d'amour. Le parfum entêtant des roses blanches saturait l'air, s'accrochant au mur tendu de satin de la suite nuptiale comme un souvenir qui refusait de s'effacer. Emily Parker restait figée devant le miroir, ses doigts tremblants tentant d'attacher les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère, ultime cadeau de celle qui l'avait élevée quand personne d'autre ne le voulait. Le doux bruissement de la soie accompagnait chacun de ses mouvements dans cette robe ivoire qui épousait ses courbes avec une grâce intemporelle, une robe choisie avec espoir, désormais lourde d'effroi. En bas, le quatuor à cordes avait commencé à jouer. Les invités remplissaient les bancs en bois de la chapelle centenaire, chuchotant derrière les livrets de messe et ajustant leurs cravates. Mais dans le calme de la pièce au-dessus de tout cela, Emily était seule. À l'exception de l'écho d'une question qu'elle n'avait pas osé poser à voix haute, où était Lucas? Son fiancé, Lucas Bennett, avait toujours été l'enfant chéri, le « Golden Boy », charmant et ambitieux, le plus jeune associé d'un cabinet d'avocats de Manhattan, avec un sourire qui dissolvait autrefois tous ses doutes. Leur fiançailles avait été précipitée mais passionnée, remplie de promesses nocturnes et de week-ends volés. Tout le monde disait qu'ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Tout le monde, sauf un homme qui ne lui avait pas adressé plus de 10 mots depuis leur rencontre, son frère. Le cœur d'Emily s'emballa lorsque sa demoiselle d'honneur frappa un coup, ouvrit la porte et entra, pâle, nerveuse, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Emily, je ne sais pas comment te dire ça. » Elle n'avait pas besoin de le dire. Le silence était déjà assourdissant. Des minutes passèrent, ou peut-être des années. Emily remarqua à peine le son de ses propres sanglots alors qu'elle s'effondrait sur la banquette en velours, son voile tombant sur le côté comme un drapeau vaincu. La honte lui brûlait les joues, ses lèvres tremblaient, sa vision se brouillait, et quelque part sous la dévastation, une petite voix chuchotait, « Tu aurais dû le voir venir. » Mais elle ne l'avait pas vu. Pas ça. Pas être abandonnée à l'hôtel avec des centaines d'yeux qui attendent et aucun marié pour remonter l'allée. Puis, on frappa à la porte. Un coup plus ferme. Plus froid. Emily leva les yeux et son souffle se coupa. Dans l'encadrement de la porte se tenait Nathan Bennett. Le frère aîné de Lucas. PDG milliardaire. Célèbre pour son stoïcisme, son contrôle et cet empire bâti sur les ruines du nom de leur famille. Toujours en costume noir, toujours entouré de silence et de mystère. Là, il se tenait devant elle dans un smoking sur mesure, aussi calme que jamais, ses yeux gris acier scannant la pièce avant de s'arrêter finalement sur les siens. « Je suis désolé, dit-il, sa voix basse, douce, impossible à déchiffrer. Mais tu n'as pas beaucoup de temps. » Emily cligna des yeux, stupéfaite. « Pardon ? Les invités attendent, poursuivit-il, et Lucas ne viendra pas. » Ces mots n'étaient pas cruels, juste cliniques, comme s'il énonçait des faits lors d'un conseil d'administration. « Je le sais, » chuchota T.L., essayant de ne pas s'effondrer. « Je ne sortirai pas là-bas. »« Je ne pensais pas que tu le ferais, » dit-il. Une pause. Puis, lentement, il s'avança. « C'est pour ça que je suis venu. »« Pourquoi ?» Sa voix se brisa. « Pour confirmer l'humiliation ? Ou pour proposer une opération de communication pour sauver l'image de la famille ?» Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. Puis il sortit un petit écrin de velours de sa poche intérieure et le posa doucement sur la coiffeuse à côté d'elle. « Je te propose toute autre chose. » Emily fixa la boîte comme si elle risquait d'exploser. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une bague. »« Ma bague. » Sa voix ne trembla pas et « Épouse-moi. »« Maintenant. »« Aujourd'hui. » Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait dit que la pièce elle-même avait cessé de respirer. Elle se leva lentement, agrippant le dossier de la chaise pour garder l'équilibre. « Êtes-vous devenu fou ? » ?»« Non. » Il soutint son regard avec un calme terrifiant. « Ce mariage a été médiatisé. Des clients importants sont ici. Des donateurs. La presse. Mon père. Ta famille.
Tu as tout donné pour que ce jour existe et je ne le laisserai pas te prendre ça. Donc c'est une question d'image, demanda-t-elle, la voix tremblante. C'est une question de respect, répondit-il. Pour toi. Pour ce qui a été promis. Émilie le dévisagea, essayant de comprendre. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez. Tu es gentille. Gracieuse. Résiliente. Tu as maintenu cette famille unie après que Lucas ait brûlé tous les ponts. Et qu'il ait fui ou qu'on l'ait poussé, il n'est pas là. Moi, si. La pièce semblait impossiblement petite. Son pouls rugissait dans ses oreilles. C'est insensé, dit-elle, plus doucement. Le mariage n'est pas un contrat commercial qu'on signe pour sauver la face. Non, dit-il. Mais parfois, ça commence comme tel. Elle baissa les yeux vers l'écrin. Puis vers son reflet. Mascara coulé. Voile de travers. Cœur en miettes. Elle avait rêvé d'un amour qui ressemblait à de la musique. De vœux chuchotés avec des mains tremblantes et des yeux qui ne voyaient qu'elle. Mais maintenant, elle se tenait devant les cendres de ses rêves. Et devant elle se trouvait un homme offrant un autre type de promesse. Pas d'amour, mais de sécurité. De dignité. De ne pas avoir à sortir là-bas seul. Je ne te demande pas d'éprouver quoi que ce soit pour moi, dit-il doucement. Je te demande de dire oui pour toi-même. Ses yeux s'emplirent de larmes à nouveau, mais cette fois, pas seulement de douleur. Qu'est-ce que ça impliquerait? Chuchota-t-elle. 1 an, répondit-il. Un mariage. Des vies séparées. Une liberté totale. Mais aujourd'hui, tu marches dans cette allée la tête haute. Elle ne répondit pas. Pas avec des mots. Au lieu de cela, elle tendit la main, ouvrit l'écrin de velours et prit la bague. Ses doigts tremblaient alors qu'il la glissait à son doigt, silencieusement. Pas de baiser. Aucun geste romantique. Juste une compréhension silencieuse entre deux personnes liées par des attentes brisées et des choix inattendus. Et quand les portes de la chapelle s'ouvrirent quelques minutes plus tard et qu'Emily Parker entra au bras de Nathan Bennett, la salle entière eut le souffle coupé. Parce que le marié avait changé, mais pas son courage. Et alors qu'il se tenait devant le prêtre, Emily ne pouvait s'empêcher de se demander « Qu'est-ce que je viens de faire ?» L'ascenseur montait silencieusement, ses parois de verre révélant la ligne d'horizon scintillante de Manhattan au crépuscule. Emily se tenait à côté de lui, ses mains encore marquées par l'empreinte de la bague qu'il avait passée à son doigt quelques heures plus tôt. Elle semblait à la fois étrangère et lourde. Un symbole de quelque chose qui n'était pas de l'amour, mais qui n'était pas non plus de la cruauté. Quelque chose entre les deux. Nathan n'avait pas dit grand-chose après la cérémonie. Ni dans la voiture, ni pendant la réception polie où les invités murmuraient derrière leur flûte de champagne et spéculaient à voix basse, ni quand la presse prenait discrètement des photos à distance, incertaine de la façon de cadrer ce qui venait de se passer. Il l'avait simplement guidé, calme, composé, illisible, jusque dans sa voiture noire et maintenant dans son Penthouse, 38 étages au-dessus d'une ville qui ne semblait plus familière. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, le souffle d'Emily se coupa. L'espace était époustouflant. Des murs de verre encadraient les lumières de la ville, projetant de longs reflets sur les sols en marbre et le bois chaleureux. Mobilier minimaliste, couleurs neutres, œuvres d'art soigneusement placées, une maison qui semblait curatée, mais pas froide. Une cheminée vacillait doucement sur le mur du fond, peignant des ombres douces à travers la pièce. Nathan fit un geste vers un couloir latéral. C'est ta chambre. Première porte à droite. Elle est entièrement meublée. Tu peux la redécorer comme tu le souhaites. Emily hocha la tête une fois, ses talons silencieux sur le sol poli. Elle entra prudemment et se retrouva dans une grande chambre enveloppée de tons terreux chaleureux, un lit aux draps impeccables, des étagères déjà à moitié remplies, une banquette près de la fenêtre, un petit bouquet de lys sur la table de nuit. Elle referma la porte à moitié, puis se retourna pour lui faire face dans le couloir. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je ne voulais pas que tu te sentes comme une invitée, dit-il. Mais je le suis, murmura-t-elle. Dans votre monde, dans votre vie. Son regard accrocha le sien. Non. Tu es ma femme maintenant. Le mot semblait étrange. Définitif. Emily s'appuya contre le cadre de la porte. Pourquoi avez-vous vraiment fait ça, Nathan? Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il marcha vers la cuisine et versa 2 verres d'eau. Pas de vin.
Pas de célébration. Juste de l'eau, comme pour ancrer le moment dans le réel. Je te l'ai dit, fit-il en lui tendant un verre. Je ne crois pas qu'il faille laisser quelqu'un tomber sans lui offrir quelque chose à quoi se raccrocher. Et à quoi je me raccroche ici, demanda-t-elle doucement. 1 an, dit-il. 1 an de structure. De stabilité. Pas d'attente au-delà de ce sur quoi nous nous mettons d'accord ce soir. Elle expira, plissant les yeux. Vous voulez formaliser ça? Il hocha la tête. Un contrat. Pour la clarté. Pour les limites. Émilie le suivit dans le salon, ses épaules nues refroidies par la climatisation. Il prit un dossier relié en cuir sur la table et l'ouvrit. Lis-le, dit-il. Les termes étaient clairs. Aucune intimité physique. Chambre séparée. Respect mutuel. Elle pourrait continuer son travail d'artiste sans restriction. Il pourvoirait à ses besoins. Investirait dans un atelier pour elle. Et en retour, elle remplirait le rôle de son épouse en public. Assister aux fonctions. Gérer les demandes de la presse. Jouer le rôle. Émilie passa ses doigts sur la page. Vous avez pensé à tout. Je ne fais pas d'improvisation, dit-il simplement. C'est plus facile d'éviter les blessures quand on prévoit à l'avance. Elle leva les yeux. Vous pensez qu'on va se blesser l'un l'autre? Je pense qu'il vaut mieux ne rien supposer, répondit-il. Il n'y avait aucune malice dans son ton. Juste le genre de distance que les gens construisent après avoir été brûlés une fois de trop. Émilie posa le dossier. Et après 1 an? Nous nous séparons, dit-il. Calmement. En privé. Avec dignité. Un long silence passa entre eux. Le genre qui s'étire quand aucune des deux personnes n'est sûre si le pont entre elles doit être construit ou brûlé. Et qu'en est-il? Des sentiments, demanda-t-elle. Il la regarda alors. La regarda vraiment. Et pour la première fois, quelque chose vacilla dans son expression. Regret? Désir? Elle ne saurait le dire. Les sentiments sont imprévisibles, dit-il. C'est pourquoi nous fixons des termes. Son cœur se serra un peu, même si elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'une petite partie insensée d'elle-même avait imaginé que cet homme, cet inconnu qui était intervenu quand son monde s'effondrait, pourrait être capable de quelque chose de plus. Émilie se leva. Je vais signer. Mais je veux poser une condition. Nathan haussa un sourcil. Laquelle? Je veux mon propre atelier, pas juste un coin dans cet appartement. Je veux un endroit séparé avec une clé qui n'appartient qu'à moi. Il hocha la tête une fois. Accordé. Et je veux un contrôle créatif total. Vous n'intervenez pas. Pas de critique. Pas d'influence. Tu es une artiste, dit-il. Pas une employée. Je n'oserais pas. Ses lèvres frémirent. Presque un sourire. Aussi, ajouta-t-elle, ne regardez pas par-dessus mon épaule quand je peins. Jamais. Il inclina la tête. Es-tu si secrète? Non, dit-elle en soutenant son regard. Je suis si vulnérable. La vérité flottait entre eux, lourde et brute. Nathan lui tendit un stylo. Elle n'hésita qu'un instant avant de le prendre et de signer son nom. Le nom qu'elle portait désormais. Emily Bennett. Étrange. Officiel. Inconnu sur sa propre langue. En lui rendant le stylo, leurs doigts s'effleurèrent. Ce ne fut rien de plus qu'une seconde. Peau contre peau. Mais ce fut comme si une secousse la traversait. Un silence qui en disait plus que les mots ne le pouvaient. Nathan s'éclaircit la gorge et recula. Tu trouveras ton dressing déjà rempli, dit-il. J'ai envoyé quelqu'un récupérer tes affaires dans ton ancien appartement. S'il manque quoi que ce soit, dis-le-moi. Émilie cligna des yeux. Vous avez fait ça? Aujourd'hui? Il hocha la tête. Ce matin. Elle l'étudia un long moment. Vous aviez prévu ça? Non, répondit-il. Je me préparais. Au cas où Lucas ferait exactement ce que je pensais qu'il ferait. La froide vérité la frappa comme le vent sur une peau nue. Donc vous saviez. Je soupçonnais, dit-il. Mais j'espérais avoir tort. Elle retourna vers sa chambre, ses doigts effleurant le cadre de la porte. Nathan? Oui.
Vous protégez toujours les gens comme ça? Il la regarda, illisible une fois de plus. Seulement quand je ne peux pas supporter de les voir tomber. Elle hocha lentement la tête. Puis elle se tourna et entra dans sa chambre, fermant la porte derrière elle. Le doux clic résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Seule à présent, elle fixa les boucles d'oreilles en perles sur la table de nuit, et essaya de se rappeler comment elle était passée de la chapelle à ici. Du chagrin d'amour à une signature. De promesses d'amour à un contrat de survie. Et pourtant, alors qu'elle s'allongeait ce soir-là dans des draps de soie et un silence inconnu, une pensée la tirailla. Et si ce n'était pas un sauvetage? Mais le début de quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était prêt. La lumière du matin se déversait dans le Penthouse comme un intrus silencieux, effleurant les parquets et capturant les particules de poussière dans son sillage doré. Émilie s'éveilla dans une douceur inhabituelle. Les draps, le silence, la façon dont l'air ne portait aucun bruit de circulation. Le plafond au-dessus d'elle était lisse et blanc, comme une toile vierge. Pendant un instant, elle resta allongée, écoutant sa propre respiration. Se demandant si tout cela n'avait été qu'un rêve étrange et surréaliste. Mais non. La bague à son doigt, lourde et froide, le confirmait. Elle avait épousé Nathan Bennett. Et maintenant, elle vivait ici. Enveloppée dans un peignoir de soie, elle marcha doucement dans le couloir, ses pieds nus silencieux sur le bois. L'odeur du café frais l'atteignit avant qu'elle ne le voie. Nathan se tenait dans la cuisine, les manches retroussées jusqu'au coude, déjà vêtu de son habituelle chemise noire impeccable et de son pantalon de costume. Il ressemblait à un portrait, composé, précis, sans effort. Il ne se retourna pas quand elle entra. Il parla juste doucement, comme s'il sentait sa présence. Il y a du café et des croissants aux amandes. Je les ai fait venir de cette boulangerie que tu aimes sur la 74e rue. Émilie cligna des yeux, surprise. Je ne vous ai jamais dit que j'aimais cet endroit. J'ai remarqué, dit-il simplement. Tu t'y arrêtes toujours quand tu marches vers le magasin de fourniture d'art. Un temps passa. Vous m'observez depuis un moment, n'est-ce pas? Il croisa son regard alors, stable, inébranlable. Pas observé. Juste remarqué. Émilie ne répondit pas. Au lieu de cela, elle s'approcha et se versa une tasse de café, l'arôme riche et familier. La tasse était chaude dans ses mains, rassurante. Elle prit une gorgée et laissa le silence s'installer, non plus gênant. Juste là. Leurs journées commencèrent à prendre un rythme calme, séparé mais pas distant. Nathan partait tôt la plupart des matins, toujours en costume, toujours avec un bref signe de tête et un « bonne chance avec ta peinture ». Émilie appréciait qu'il n'essaie pas de faire la conversation ou de rôder autour d'elle. Il était présent sans être envahissant, un contraste avec l'attention performative à laquelle elle était habituée avec Lucas. Son atelier, situé à seulement 2 pâtés de maison, était plus qu'elle n'aurait pu demander. Un loft inondé de soleil avec des fenêtres du sol au plafond, des murs de briques brutes et un vaste espace ouvert qui sentait légèrement la peinture et le bois. Et l'attendant sur le chevalet central, enveloppé dans du papier craft, se trouvait une note. Pour ton premier jour, autorise-toi le désordre. Elle sourit malgré elle. Les premières peintures furent hésitantes, comme son cœur. Les couleurs s'entrechoquaient, les traits manquaient de précision, les émotions étaient floues. Mais jour après jour, le rythme revint. Ses doigts se souvinrent de ce que son âme avait presque oublié, comment ressentir sans s'excuser. Le soir, elle rentrait au Penthouse, parfois accueillie par le son d'un piano dérivant du salon. Elle n'avait jamais imaginé Nathan comme quelqu'un qui jouait, encore moins avec une telle émotion silencieuse. Il n'en parlait jamais, ne jouait jamais pour elle, juste pour la pièce, le silence, l'espace entre eux. Parfois il partageait le dîner, décontracté, simple. J'ai lu ton article dans Art et Forme l'année dernière, dit-il une fois au-dessus d'un saumon grillé. Tu argumentais que l'abstraction n'est que du deuil avec un pinceau. Émilie haussa un sourcil. Vous lisez Art et Forme? J'aime comprendre les choses dans lesquelles j'investis, répondit-il, sans ciller. Est-ce ce que je suis? Un investissement? Il posa sa fourchette et la regarda. Ton potentiel. Et je ne veux pas dire au sens commercial. Son cœur palpita, confus, tiraillé, curieux. Certains soirs, il s'attardait près de son atelier quand elle ramenait une toile à la maison. Il n'entrait jamais, s'arrêtait juste près de l'entrée, jetait un coup d'œil aux couleurs, et disait quelque chose qui ne ressemblait pas à un éloge, mais à quelque chose de plus doux, de plus réel.
tu as changé ta palette cette semaine. On aurait dit que le bleu mentait. Il hocha la tête comme s'il comprenait cela. Et peut-être, impossiblement, le comprenait-il. Une nuit, alors qu'elle traversait le Penthouse avec un verre de vin rouge à la main, elle trouva une pièce qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur se trouvait une galerie. Pas une vraie, une privée. La sienne. Des dizaines de ces toiles couvraient les murs, datant d'il y a des années. Des pièces qu'elle croyait perdues. Des pièces vendues sous des pseudonymes, offertes à des galeries, jetées dans le chaos du début de sa carrière. Elle se retourna lentement, stupéfaite. Vous les avez gardées. La voix de Nathan vint de l'entrée. Je ne les ai pas gardées. Je les ai cherchées. Elle le regarda, submergée. Pourquoi? Parce qu'elle disait ce que tu ne pouvais pas encore dire à voix haute. Et j'avais besoin de l'entendre. Émilie sentit sa poitrine se serrer. Ce n'est pas de l'admiration, Nathan. C'est de l'obsession. Non, dit-il en entrant dans la pièce. L'obsession est égoïste. C'était de la révérence. Le silence remplit l'espace entre eux, épais comme de la peinture à l'huile sur une toile. Je ne savais pas, chuchota T.L. Je n'avais jamais l'intention de te le dire, dit-il, mais maintenant tu es là, et je pensais que tu méritais de voir ce que tu as construit, avant que quiconque d'autre ne le fasse. Ses yeux la brûlaient, mais elle refusa de pleurer. À la place, elle se tourna vers les peintures. Je ne sais pas encore qui vous êtes, dit-elle doucement. Mais pour la première fois, je pense que vous pourriez être plus que l'ombre de votre frère. Nathan ne bougea pas et toi, tu es bien plus que la femme qu'il a laissée derrière lui. Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. Elle resta éveillée, écoutant le bruit de la pluie tapant contre les fenêtres, ses pensées tournoyant comme des pinceaux trempés dans des couleurs pour lesquelles elle n'avait pas de nom. Une partie d'elle voulait courir, fuir la confusion, la vulnérabilité. Mais une autre partie, plus petite mais plus forte, lui disait de rester, parce que pour la première fois depuis que sa vie s'était effondrée dans cette chapelle, elle ne se sentait pas prise en pitié. Elle se sentait vue. Et cela la terrifiait plus que tout le reste. La maison du lac ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Émilie s'était attendue à quelque chose d'élégant, de froid, un autre monument de verre et d'acier à la richesse et au détachement de Nathan. Mais ce qui se dressait devant elle ce vendredi soir était une cabane en cèdre sombre, avec du lierre grimpant le long des coins et de larges fenêtres qui reflétaient les arbres environnants. L'air sentait le pin et la terre, et le silence semblait sacré. Nathan n'avait pas dit grand-chose sur le trajet. Il lui avait simplement dit qu'il avait besoin de s'éloigner quelques jours, que les marchés étaient volatiles, la presse implacable, et qu'il voulait du calme. Elle avait accepté, incertaine s'il voulait qu'elle vienne ou s'il l'informait simplement de son absence. Mais ensuite il avait envoyé une voiture, fait ses bagages, laissé une note sur le siège, apporte tes pinceaux. Maintenant, debout au bord du lac avec ses bottes à moitié enfoncées dans le sol humide, Émilie expira pour la première fois depuis des jours. L'intérieur de la maison était chaleureux. Des poutres en bois s'étendaient au plafond comme des bras ouverts. Un feu crépitait dans le foyer en pierre. Des livres remplissaient des étagères inégales. Il y avait même une courte pointe usée jetée sur le dossier du canapé, une petite imperfection humaine qu'elle n'aurait jamais associée à Nathan. Il ne fit aucun discours, aucun commentaire sur le travail ou les horaires. Au lieu de cela, il lui tendit une tasse de thé et dit simplement « Il y a de la soupe sur le feu, des serviettes dans le placard à linge. L'atelier est à l'arrière, j'ai pensé que tu voudrais ton propre espace. » Émilie ne répondit pas. Elle hocha juste la tête et laissa la chaleur du thé faire fondre la tension dans ses épaules. La pluie arriva cette nuit-là. Pas le genre doux, mais un orage rythmé et constant qui martelait les fenêtres et enveloppait la cabane dans son propre cocon privé. Émilie se tenait pieds nus dans le petit atelier du fond, fixant la toile vierge qu'il avait installée pour elle. Ses doigts la démangeaient. L'orage dehors chuchotait des choses qu'aucun mot ne pouvait contenir. Elle trempa son pinceau dans un cramoisi profond et le laissa saigner sur la surface. Des heures passèrent. Elle ne le remarqua pas. À un moment donné, il lui apporta une autre tasse de thé. Il ne parla pas, ne la regarda pas peindre, la laissa juste sur le rebord de la fenêtre et s'éloigna. C'était la première fois que quelqu'un lui donnait de l'espace sans rien demander en retour. Le lendemain matin, ils prirent le petit déjeuner en silence, mais c'était un genre de calme différent. Pas gênant, pas forcé, juste confortable.
Nathan sirotait son café en feuilletant une copie usée du vieil homme et la mère Émilie esquissa son profil sans réfléchir. La façon dont son sourcil se fronçait légèrement quand il lisait. La faible cicatrice près de sa tempe qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Plus tard, ils marchèrent ensemble au bord du lac. Les bottes crissant contre les feuilles mouillées. La brume s'élevant de l'eau comme un secret. Nathan lui raconta la fois où il était passé à travers la glace ici quand il avait 10 ans. Comment son père n'avait pas remarqué sa disparition pendant des heures. Comment Lucas l'avait sorti de là. Je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vu avoir peur, dit Nathan. Émilie le regarda. Et toi? Il haussa les épaules. J'ai cessé de m'autoriser la peur après ça. C'est incommode. Elle voulait lui dire que la peur n'était pas une faiblesse. Qu'elle était humaine. Mais elle sentait qu'il le savait déjà. Il ne s'accordait simplement pas ce luxe. De retour à la maison, elle trouva un vieux jeu de cartes et le défia. Ils jouèrent près du feu. Leur rire calme mais réel. Elle le taquina quand il perdit. Il ne se défendit pas. Il sourit juste. C'était la première fois qu'elle voyait son visage s'adoucir complètement. Cette nuit-là, l'orage revint. Et le silence aussi. Émilie se tenait dans le couloir à l'extérieur de sa chambre. Les doigts posés sur le cadre de la porte. Nathan se tenait à l'autre bout. Un verre de whisky à la main. Sa chemise à moitié déboutonnée, le col lâche. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis elle parla. Tu pensais ce que tu as dit? Que ce mariage n'était que structure, un bouclier? Il ne répondit pas immédiatement. Je le pensais à ce moment-là, dit-il. Je ne suis pas sûr de le penser encore. Elle fit un pas vers lui. Pourquoi? Parce que quand je te vois maintenant, dit-il lentement, je ne vois pas juste quelqu'un que j'ai protégé. Je vois quelqu'un que je veux comprendre. Le souffle d'Émilie se coupa. Je suis encore un gâchis, dit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai encore mal. Je sais. Je ne sais pas si je te fais confiance. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Je pourrais fuir, ajouta-t-elle, la gorge serrée. Alors j'attendrai, dit-il. Un silence plus profond que l'orage passa entre eux. Et puis, sans avertissement, elle marcha vers lui pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour sentir la chaleur entre leurs peaux. Il ne bougea pas, ne chercha pas à l'atteindre. Il attendit juste. Quand ses doigts touchèrent le col ouvert de sa chemise, il inspira brusquement. Je ne sais pas ce que c'est, murmura-t-elle. Moi non plus, dit-il. Mais alors ses mains furent sur sa taille, hésitantes, révérencieuses, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Et elle se pencha, ses lèvres effleurant les siennes avec une douceur qui contenait à la fois la question et la réponse. Ce n'était pas de la faim. Ce n'était pas du feu. C'était quelque chose de plus calme, quelque chose de sacré. Ils ne se précipitèrent pas. Ils ne parlèrent pas. Ils laissèrent simplement l'orage dehors faire écho à celui qui se déroulait entre eux, lent, inévitable, et magnifiquement hors de leur contrôle. Plus tard, elle s'allongea à côté de lui, la tête sur sa poitrine, écoutant le battement régulier d'un cœur qu'elle ne craignait plus. Et pour la première fois depuis ce jour de mariage, elle ne se sentait plus comme quelqu'un qui avait été choisi par pitié. Elle se sentait comme quelqu'un de vraiment vu. Et pourtant, juste avant de sombrer dans le sommeil, une pensée silencieuse s'infiltra. Que se passera-t-il quand l'orage passera et que la vraie vie reviendra? La ville les accueillit dans un vacarme. Le genre aigu, klaxon hurlant, sirène gémissant au loin, pas pressés contre le trottoir. C'était discordant après des jours de silence, de matins lents et de nuits chauffées au feu de bois. Émilie se tenait près de la fenêtre du Pantouz ce premier soir, les bras enroulés autour d'elle-même, regardant la ville cligner des yeux vers elle. On aurait dit le réveil d'un rêve pour trouver le lit froid. Nathan n'avait pas dit grand-chose sur le trajet du retour. Il avait répondu à quelques appels professionnels, lui avait fait un signe de tête quand elle regardait dans sa direction, et avait offert un doux « on sera à la maison dans 30 minutes », quand la ligne d'horizon était apparue. Mais au-delà de ça, le calme entre eux avait changé. Ce n'était plus paisible. C'était prudent. Elle avait senti quelque chose bouger dans la maison du lac, quelque chose de réel, la façon dont il l'avait touchée, pas comme un homme qui revendique, mais comme quelqu'un qui lâche enfin prise. Et elle s'était laissée tenir, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Mais maintenant,
de retour ici, les murs semblaient plus épais, l'air plus froid. Quand elle entra dans son atelier le lendemain matin, l'odeur des lys frais la frappa en premier. Puis elle vit le bouquet sur la table centrale, vibrant, extravagant et familier. Son cœur tomba. La carte n'était pas signée, mais l'écriture était indubitable. Lucas, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Je suis désolé, s'il te plaît, donne-moi une chance de m'expliquer. Elle fixa les mots, le souffle coupé. Son premier instinct fut de le jeter. Mais ses doigts s'attardèrent. Parce que même maintenant, même après tout ça, il y avait des questions. Pourquoi était-il parti? Que s'était-il vraiment passé ce matin-là? Avait-il jamais eu l'intention de rester? Derrière elle, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, douces mais pas assez. La voix de Nathan brisa le silence. Il essaie de reprendre contact. Émilie se retourna lentement. Tu savais? J'ai supposé qu'il le ferait. Sa voix était tendue. Savais-tu qu'il enverrait des fleurs? Non. Mais je ne suis pas surpris. Nathan entra dans la pièce, son expression indéchiffrable. Il regarda le bouquet puis elle, pas avec colère, mais avec quelque chose de plus dangereux. De la distance. Elle détestait ça. Je n'ai pas demandé ça, dit-elle. Je sais. Le sais-tu? Le défiatait elle, la tension montant dans sa poitrine. Parce qu'on dirait que tu as déjà décidé que je suis déchiré. Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il marcha vers la fenêtre et regarda dehors. Quand les gens reviennent de la guerre, dit-il lentement, ils cherchent souvent quelque chose de familier, même si c'est ce qui les a brisés. Elle tressaillit. Alors je suis une réponse traumatique? Il se tourna vers elle alors, enfin, les yeux perçants. Non, tu es celle qui est restée. C'est la différence. Un temps. Mais si tu regardes encore par-dessus ton épaule, Émilie, j'ai besoin de le savoir. L'air entrecrépitait. Je ne le fais pas, dit-elle. J'ai juste. Je ne m'y attendais pas. C'est tout. Nathan hocha la tête une fois. Trop vite. Puis il partit. La porte cliqueta derrière lui. Elle resta là un long moment, incertaine de savoir si elle devait crier, pleurer ou peindre, jusqu'à ce que ses bras lâchent. Au lieu de cela, elle ouvrit un tiroir, fourra la carte à l'intérieur et se dit que ça ne signifiait rien. Mais la graine avait été plantée et Nathan, toujours si composé, commença à changer. Au cours des jours suivants, il devint plus silencieux, pas comme il l'était avant, mais d'une manière qui ressemblait à une retraite. Il rentrait plus tard, s'asseyait plus loin au dîner, répondait à ses questions avec moins de mots. Quand elle lui demanda s'il voulait venir au vernissage de sa galerie, il dit simplement « J'ai un dîner du conseil ». Elle ne le crut pas. Ce soir-là, elle se tenait seule dans la galerie, entourée de son travail, d'étrangers louant ses coups de pinceau et son utilisation de l'espace. Mais le seul espace qu'elle remarquait était celui à côté d'elle. Vide. Un homme qu'elle ne reconnaissait pas l'approcha vers la fin. Costume élégant. Sourire poli. Émilie Bennett, dit-il. Encore plus éblouissante que votre travail. Elle força un sourire poli. Merci. Je suis un ami de Lucas, ajouta-t-il. Son sourire se figea. Il parle souvent de vous. Il a dit que vous aviez été volé. Elle cligna des yeux. Pardon? Il a dit que son frère avait manipulé toute la situation, qu'il l'avait payé pour disparaître seulement pour intervenir et prendre ce qui n'était pas à lui. Les mots la frappèrent comme une gifle. Je pense que vous devriez partir, dit-elle froidement. Il eut un sourire en coin. J'ai touché une corde sensible. Avant qu'elle ne puisse répondre, la sécurité s'était déjà approchée. Le mal était fait. Cette nuit-là, Émilie confronta Nathan. Il était dans son bureau, manches retroussées, les yeux sombres à force de trop d'heures et trop peu de sommeil. L'as-tu payé pour qu'il parte, Nathan, demanda-t-elle, la voix tremblante. Nathan leva lentement les yeux. Quoi? Lucas. L'as-tu payé pour disparaître? La pause fut longue. Trop longue. Je ne l'ai pas fait, dit-il finalement. Mais quelqu'un l'a fait. Qui? Il se leva, passa devant elle, se versa un verre. Il lui tournait le dos quand il parla. Mon père. Émilie sentit le sol se dérober. Pourquoi?
Parce qu'il ne pensait pas que Lucas était assez fort pour t'épouser. Et parce qu'il ne pensait pas que tu étais réel. Et tu savais, chuchota TL. Je soupçonnais, dit-il. Mais je ne pouvais pas le prouver jusqu'à maintenant. Émilie recula, la poitrine serrée. Donc j'étais un prix. Non, dit Nathan, lui faisant enfin face. Tu étais une cible. Les mots l'éviscérèrent. Et pourtant, quelque chose d'autre remua en elle, plus profond que la douleur. Que sommes-nous, Nathan, demanda-t-elle. Toujours mariés sur le papier ou quelque chose d'autre? Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il passa devant elle, silencieusement. Et pour la première fois depuis la maison du lac, il ne se retourna pas. La première fois qu'Émilie la vit, elle crut imaginer des choses. C'était un mercredi matin, un de ces jours d'automne vivifiant où la ville semblait plus propre que d'habitude. Émilie venait de quitter son atelier, un carnet de croquis sous le bras, quand une voix douce l'appela. Émilie Bennett. Elle se retourna. Et se figea. La femme qui s'approchait d'elle était d'une élégance naturelle. Manteau de soie, talons qui claquaient avec autorité, lunettes de soleil perchées au bien que le soleil fût à peine sorti. Sa marche n'était pas rapide. Elle était calculée. Chaque pas chorégraphié. Émilie savait qui elle était avant qu'elle ne se présente. Sophia Munro, dit la femme en tendant une main parfaitement manucurée. J'ai tellement entendu parler de vous. Émilie serra sa main lentement. Je ne peux pas en dire autant. Sophia sourit. Le sourire n'atteignit pas ses yeux. Bien sûr que non. Nathan n'a jamais été du genre nostalgique. Mais les gens comme nous. Nous laissons des empreintes, n'est-ce pas? C'était là. La première fissure. Subtile. Polie. Mais indéniablement tranchante. Émilie redressa les épaules. Y a-t-il une raison pour laquelle vous m'avez arrêté au milieu de la rue? Sophia inclina la tête. Curiosité. Et inquiétude. Elle s'approcha. Vous savez que votre mariage n'est pas exactement traditionnel. L'estomac d'Émilie se noua. Cela ne vous regarde pas, oh, ma chérie, dit Sophia, la voix comme du velours. J'étais son affaire pendant des années. Vous pensez que je ne reconnais pas quand il joue un rôle? Le pouls d'Émilie s'accéléra. Si vous avez fini, j'ai des choses à faire. Soyez juste prudente, chuchota Sophia. Les hommes comme Nathan, ils construisent des murs pour une raison. Et parfois celle qui est à l'intérieur se retrouve piégée, pas protégée. Elle s'éloigna sans attendre de réponse. Son parfum persistait comme la fumée après un incendie. Émilie restait figée, chaque nerf à vif. Elle voulait rejeter ça. En rire. Mais quelque chose dans l'assurance calme de Sophia s'insinua sous sa peau. Ce soir-là, Nathan n'était pas rentré. Pas de message. Pas de nouvelles. Et pour la première fois, le pantou semblait à nouveau étranger. Elle erra dans la cuisine, l'appétit coupé, et trouva une note près de la machine à expresso. Dîner tardif. Ne m'attends pas, haine. Pas de chaleur. Pas d'explication. Le lendemain, Sophia apparut à nouveau, cette fois à la galerie d'Émilie. Je pensais voir votre travail de mes propres yeux, dit-elle en déambulant dans l'espace comme si elle le possédait. Nathan parlait de vos peintures avant même de vous rencontrer. Drôle, non? Émilie serra la mâchoire. Que voulez-vous? Sophia souleva une petite toile. Savez-vous combien de femmes il a admirées de loin? Observez. Collectionnez. Jusqu'à ce qu'elles deviennent gênantes. Sortez. Sophia reposa doucement la peinture. Je dis juste. L'admiration et l'obsession portent le même parfum. Vous seriez sage d'apprendre la différence. Émilie ne répondit pas. Elle n'avait pas à le faire. Son silence était la seule ligne qu'elle pouvait encore tracer. Mais le mal était fait. Cette nuit-là, Lucas appela. Elle ne voulait pas répondre. Vraiment pas. Mais la curiosité l'emporta. Ça, et le silence que Nathan avait enroulé autour de leur maison comme une seconde peau. Émilie, dit Lucas, sa voix plus douce que dans ses souvenirs. Je ne voulais pas que tout cela arrive. Vraiment, demanda-t-elle platement. Je ne serais jamais partie si on ne m'y avait pas poussé. Elle agrippa le téléphone plus fort. Ton père.
Et Nathan, dit-il doucement. Ne le laisse pas te duper. Il n'est pas aussi noble qu'il le prétend. Elle voulait raccrocher. Mais elle ne le fit pas, il est obsédé par toi depuis des années, continua Lucas. Même avant notre rencontre. Les peintures. Les contrats de galerie. L'appartement qu'il t'a aidé à obtenir quand tu pensais que c'était un financement anonyme. C'était lui. Tout ça. Le souffle d'Émilie se coupa. Tu mens. J'aimerais bien. Pourquoi me dire ça maintenant, demanda-t-elle, la voix tremblante. Parce que tu mérites de savoir dans quoi tu es, dit-il. Et parce que je t'aime toujours. Elle raccrocha. Mais ses mains ne cessaient de trembler. Le lendemain, Nathan rentra plus tôt que d'habitude. Il avait l'air fatigué mais calme. Trop calme. Tout va bien, demanda-t-il en enlevant son manteau. Émilie le regarda. L'étudia. Tu te demandes jamais ce que ça signifie de tomber amoureux de quelqu'un? Avant de le rencontrer. Il se tourna, surpris. De quoi parles-tu? Elle ne répondit pas. Elle marcha simplement dans son atelier et ferma la porte. À l'intérieur, elle ouvrit un vieux meuble de rangement et sortit l'une de ses premières peintures. Un portrait. Flou. Abstrait. Masculin. Elle l'avait peint il y a des années sans réfléchir. Maintenant, en le regardant, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Il ressemblait à Nathan. Les angles. Les ombres. Les yeux. Elle le fixa longuement, puis chuchota pour elle-même, « Et si je n'avais jamais été libre de choisir ?» L'atelier était sombre. Éclairé seulement par le soleil de fin d'après-midi se déversant par les fenêtres en stries silencieuses. La poussière flottait dans l'air, non perturbée, comme des souvenirs refusant de se déposer. Émilie était assise en tailleur sur le sol, le portrait abstrait de Nathan posé à côté d'elle. Ses doigts traçaient lentement les coups de pinceau, comme si la texture pouvait répondre aux questions qui la tourmentaient. Elle l'avait peint 3 ans auparavant, bien avant de l'avoir rencontré. Mais maintenant, elle ne pouvait plus ignorer la vérité. L'angle de la mâchoire. La force froide dans le regard. La bouche hantée. Son subconscient l'avait connue avant son cœur. Ou peut-être que quelqu'un d'autre la connaissait mieux qu'elle ne l'avait jamais réalisé. On frappa doucement. 1 fois. 2 fois. Elle ne bougea pas. Nathan entra dans la pièce, sa silhouette grande contre la lumière déclinante. Il la regarda, assise par terre avec la toile comme un secret mis à nu, et quelque chose dans son expression changea. « Tu l'as trouvé ?» dit-il doucement. Elle ne leva pas les yeux. « Depuis combien de temps m'observes-tu ?» Une pause. « Émilie. Ne mens pas. » Elle le coupa. Sa voix n'était pas en colère. C'était pire que ça. C'était calme, détaché. « S'il te plaît, pas maintenant. » Nathan s'approcha, mais garda ses distances. « Des années, dit-il. Avant Lucas, avant les galeries, avant même que tu saches que quelqu'un comme moi existait. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, levant enfin son regard. Ses yeux étaient rouges, mais secs. « Pourquoi moi ?» Il s'agenouilla face à elle, la voix basse. « Parce que quand j'ai vu ta première œuvre à cette expo de rue, je n'ai pas pu détourner le regard. Il y avait quelque chose de brisé dedans. De beau. De défiant. On aurait dit que quelqu'un avait pris le chagrin et l'avait transformé en grâce. Et je l'ai reconnu. » Émilie expira, lentement et d'une manière tremblante. « Alors tu m'as suivi. » »« Je n'ai pas suivi, dit-il. J'ai protégé. J'ai investi, discrètement, sans ma permission. Je ne voulais pas que tu te sentes obligé. » Elle rit, un rire bref et sec. « C'est exactement ce que je ressens maintenant. » Il grimaça. « Je pensais trouver mon propre chemin, » chuchota-t-elle. « Je pensais que les bourses, l'intérêt des galeries, les offres d'atelier. Je pensais que c'était moi. Mais c'était toi. » « Non, dit-il. Ça a toujours été toi. J'ai juste déplacé les obstacles. » Émilie se leva lentement, les bras croisés sur sa poitrine. « Et m'épouser, c'était juste l'étape suivante de ton projet. » Ses yeux s'assombrirent. « Ne dis pas ça. » »« Pourquoi pas? Ça semble vrai. Je n'ai pas planifié le mariage. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. »« Mais tu étais prêt, dit-elle amèrement.
bague en poche. Contrat imprimé. Atelier meublé. Qu'est-ce que ça me dit? Nathan se leva aussi, maintenant face à face avec elle. Ça te dit que je ne pouvais pas supporter de te voir humiliée. Elle recula. Ça me dit que tu attendais qu'il échoue. Et quand il l'a fait, tu es intervenu, pas par amour, mais par contrôle. Le silence pulsait entre eux. Et puis elle posa la question qui la hantait depuis l'appel de Lucas. L'as-tu payé pour qu'il parte? Nathan tressaillit. Non, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. C'était suffisant. Elle hocha la tête, un geste silencieux de finalité. Ses épaules s'affaissèrent, mais sa voix était stable. J'ai besoin d'espace. La mâchoire de Nathan se tendit. Émilie. J'ai besoin d'un air qui n'est pas filtré par toi, dit-elle. J'ai besoin de savoir qui je suis, sans ta main derrière chaque rideau. Son silence lui donna la réponse qu'elle craignait. Il ne pouvait pas offrir ça. Alors elle fit ses valises, pas avec fureur, pas avec des larmes. Juste avec le rythme engourdi de quelqu'un qui avait donné trop d'elle-même aux ombres. Elle retourna à Brooklyn, dans la vieille maison de sa grand-mère. Les murs sentaient encore la lavande et la peinture à l'huile. Les fenêtres grinçaient quand on les ouvrait. La plomberie gémissait comme un vieil homme qui se réveille. Mais c'était à elle, et personne ne l'avait jamais acheté pour elle. Aucune main silencieuse n'avait façonné cet espace. C'était imparfait, mais c'était réel. Elle se tenait dans la petite chambre cette nuit-là, enveloppée dans un pull délavé, fixant son annulaire nu. L'absence piquait d'une manière qu'elle n'avait pas prévue, pas parce que le luxe lui manquait, mais parce qu'une partie d'elle avait voulu croire que c'était réel, que quelqu'un comme Nathan Bennett pouvait aimer quelqu'un comme elle, pas comme un sauveur, mais comme un homme. On frappa 3 jours plus tard. Elle s'attendait à Nathan, mais c'était quelqu'un d'autre. Richard Bennett, son beau-père. Il se tenait sur le porche dans un manteau sur mesure, main gantée, expression indéchiffrable. J'espérais que nous pourrions parler, dit-il. Émilie le laissa entrer, par curiosité, par épuisement, par un étrange besoin de vérité. Il s'assit à la table de la cuisine comme s'il l'avait fait 1000 fois, bien que ce fût leur première vraie conversation. Je vous ai sous-estimé, dit-il. Votre opinion ne m'intéresse pas, c'est juste, hocha-t-il, mais vous méritez la vérité. Il fouilla dans son manteau et sortit un petit journal relié en cuir, le posa sur la table. Le nom de Nathan était gravé sur le devant. Émilie fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? À lui, dit Richard. Il tient des journaux depuis qu'il a 16 ans. Celui-ci? C'est à propos de vous. Je ne veux pas, vous devriez le lire, l'interrompit-il doucement, avant de décider qui il est vraiment. Émilie fixa le journal, effrayée de le toucher. Mais une partie d'elle, la partie qui se souvenait encore de la façon dont il la regardait à la lueur du feu, avait besoin de savoir. Richard se leva pour partir. À la porte, il s'arrêta. J'ai payé Lucas pour qu'il s'éloigne, dit-il. Pas Nathan. Moi. Je pensais que vous en aviez après l'argent de la famille. Et Nathan. Il m'a supplié de ne pas interférer, mais je n'ai pas écouté. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. La maison retomba dans le calme. Émilie resta assise avec le journal sur les genoux pendant un long moment. Puis, lentement, elle l'ouvrit. La première page datait d'il y a 2 ans. Je l'ai revue aujourd'hui, même café, même carnet de croquis. Elle ne voit pas comment le monde se courbe autour d'elle. C'est ce qui la rend dangereuse. Et belle. Elle tourna une autre page. Lucas parle de faire sa demande. Je veux hurler, mais je ne le ferai pas. Elle n'appartient à personne, surtout pas à moi. Une autre. Elle peint avec le deuil, et trouve quand même la couleur. J'aurais aimé connaître quelqu'un comme elle quand ma mère est morte. Peut-être que je n'aurais pas construit autant de murs. Émilie ferma le journal, ses mains tremblantes. Les mots n'avaient pas d'agenda, pas de vernis. Ils étaient bruts, désordonnés, humains. Et soudain, tout ce qu'elle croyait savoir se fissura. Parce que peut-être n'était-ce pas de la manipulation. Peut-être était-ce de l'amour. Juste le genre qui attendait en silence depuis bien trop longtemps. Le journal reposait sur la table comme quelque chose de vivant. Pas juste de l'encre et du papier, mais du souffle, de la mémoire. Une carte d'un homme qui n'avait jamais su dire ce qu'il ressentait à voix haute.
Émilie ne l'avait pas rouvert depuis près de 24 heures. Elle avait peur. Peur de ce qu'elle ressentirait. Peur de ce que ça déferait. Mais ce matin-là, avec le son des cloches de l'église faible au loin et la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de lin, elle s'assit à la vieille table de sa grand-mère et tourna les pages. Chaque entrée l'attirait plus profondément. Il n'y avait pas de métaphores élaborées. Pas de déclaration d'obsession. Juste des morceaux de Nathan. Point. Je me demande ce que ça fait d'être choisi sans avoir à prouver sa valeur. Aujourd'hui, elle a laissé tomber un crayon et Harry, comme si le monde ne l'avait pas trahi. Je ne sais pas comment elle fait. Lucas pense l'aimer, mais il n'aime que ce qu'elle lui fait ressentir. Indispensable. Vu. Moi, je l'aime différemment. Je l'aime quand elle est seule. Émilie pressa sa main contre sa poitrine, tentant d'apaiser la douleur qui s'y logeait. Ce n'étaient pas les mots d'un marionnettiste. C'étaient les confessions silencieuses d'un homme qui n'avait jamais su aimer autrement qu'en secret. Et elle avait été aveugle. Parce qu'elle avait été blessée. Parce qu'elle avait cru aux murmures, aux doutes, aux manipulations des autres. Jamais elle n'avait demandé à Nathan ce qu'il lui en avait coûté de rester dans l'ombre toutes ces années. Elle tourna une autre page. J'ai essayé de passer à autre chose. J'ai essayé de l'oublier. Je suis sorti avec Sophia. Je me suis noyé dans le travail. Mais rien ne comble le vide qu'elle laisse, simplement en existant. Son souffle se coupa. Parfois, je pense qu'elle n'était jamais censée me remarquer. Que je n'étais là que pour la protéger. En silence. Et que l'aimer était ce qui me rapprochait le plus d'être réellement connu. Émilie referma le journal et enfouit son visage dans ses mains. Il ne s'agissait pas de contrôle. Il n'avait jamais été question de pouvoir. Nathan n'avait pas volé son avenir. Il l'avait préservé, doucement, douloureusement, attendant qu'elle le voie non pas comme l'ombre derrière Lucas, mais comme l'homme qui avait toujours été là. Et elle l'avait laissé debout, dans le silence. Plus tard cet après-midi-là, elle marcha dans les rues de Brooklyn, carnet en main, essayant de donner un sens à ce qu'elle ressentait. Elle passa devant le vieux café où elle avait passé des après-midi à dessiner, ignorant qu'il avait peut-être été tout près. Elle passa devant le banc où elle avait vendu sa première toile à un inconnu. Un inconnu qui, réalisait-elle maintenant, ne l'était peut-être pas du tout. Tout ce qu'elle avait pris pour des coïncidences n'était que bienveillance. Chaque porte qui s'était ouverte avait été poussée par une main discrète. Non pour la posséder, mais pour l'élever. Quand elle rentra chez elle, elle trouva un paquet sur les marches du perron. Pas de nom, pas d'expéditeur, juste une boîte brune attachée avec un ruban bleu marine. À l'intérieur, elle trouva son vieux carnet de croquis, celui qu'elle avait perdu 2 ans plus tôt lors d'un déménagement de galerie, celui pour lequel elle avait pleuré, le croyant disparu à jamais. Il y avait un mot. Je l'ai gardé en sécurité, car tout ce que tu dessines ressemble à ce que je n'ai jamais eu le courage de dire. N. Ses mains tremblaient. Elle serra le carnet contre sa poitrine, comme pour le protéger du poids de sa propre culpabilité. Puis elle murmura, plus pour elle-même que pour la pièce vide, « Que ai-je fait ?» Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. Elle se tint à la fenêtre, regardant les lumières scintiller dans les immeubles lointains. Elle imagina Nathan dans son pentouse, seul, peut-être en train de lire, peut-être fixant le même ciel, se demandant si elle le haïssait, se demandant si elle avait oublié ce qu'ils avaient partagé dans cette maison au bord du lac. Elle n'avait pas oublié. Elle pouvait encore sentir son toucher, non seulement sur sa peau, mais dans ses souvenirs, dans la façon dont il lui versait son thé sans demander comment elle l'aimait, dans la façon dont il n'entrait jamais dans son atelier sans y être invité, dans la façon dont il voyait le sien sans bruit, sans exigence. Et maintenant, elle savait. Il n'avait jamais voulu la piéger. Il avait seulement voulu s'assurer qu'elle n'ait jamais à se battre seule. Le lendemain matin, elle appela son avocat. « Je veux récupérer l'appartement. Madame Bennett. Je veux rentrer à la maison. » Maison. C'était étrange de prononcer ce mot, car elle n'avait jamais considéré cet endroit comme le sien. Mais maintenant, sachant ce qu'elle savait, il ne s'agissait pas du pentouse. Il s'agissait de lui. Plus tard dans l'après-midi, elle revint, non pas avec des fleurs, non pas avec des excuses répétées, mais juste elle-même. La montée en ascenseur sembla interminable. Son pouls battait à tout rompre dans ses oreilles. Sa main trembla lorsqu'elle frappa une fois, puis ouvrit la porte avec la clé qu'elle n'avait toujours pas rendue.
Il n'était ni dans le hall, ni dans le salon. Mais le son doux d'un piano s'échappait du bureau. Elle le suivit. Et il était là. Nathan était assis, vêtu de sa chemise noire habituelle, manches retroussées, jouant un air lent et triste. Il lui tournait le dos. Il ne s'arrêta pas de jouer quand elle entra. Il ne parla pas. Elle resta là, écoutant, laissant la musique dire tout ce qu'il n'avait pas dit. Quand il eut enfin fini, il laissa ses mains reposer sur les touches et dit, sans se retourner, « Je ne pensais pas que tu reviendrais. » « J'ai failli ne pas le faire, » répondit-elle. Sa voix était basse. « C'était le journal ?» « Oui, » dit-elle honnêtement. « Mais pas seulement ça. » Silence. « J'étais en colère, » poursuivit-elle. Confuse. « Je pensais avoir été manipulée. Mais la vérité, c'est que je ne t'ai jamais demandé la tienne. Je ne t'ai jamais donné la chance de t'expliquer. » Il se leva lentement. Se tourna pour lui faire face. Ses yeux étaient fatigués. Sur leur garde. Je ne savais pas comment l'expliquer. Je sais, murmura-t-elle. Parce que je ne savais pas comment l'entendre. Il fit un pas vers elle. Es-tu venu pour dire au revoir? Elle secoua la tête. Non, dit-elle. Je suis ici pour te demander si tu me laisserais recommencer. Pas comme une faveur. Pas comme un contrat. Mais comme quelqu'un qui est enfin prêt à te voir. Nathan ne parla pas. Il fit simplement un pas en avant. Prit doucement sa main et la pressa contre sa poitrine. J'ai attendu longtemps que tu reviennes, chuchota-t-il. Mais pas dans cet endroit. Vers moi. Et elle le fit. Elle se pencha vers lui. Pas par culpabilité ou confusion. Mais par quelque chose de nouveau. La clarté. Parce que pour la première fois depuis le jour de leur mariage, elle savait enfin ce que signifiait le choisir en retour. L'invitation gisait ouverte sur la coiffeuse comme un défi. Le gala de la Fondation Chandler. Tenue de soirée, liste d'invités scellée à la feuille d'or. Le genre d'événement où les noms n'étaient pas simplement présentés. Ils étaient murmurés. Émilie la fixa en silence. Elle n'avait pas répondu. N'avait pas prévu d'y aller. Mais là encore, elle n'avait rien prévu de tout cela. Elle jeta un coup d'œil au miroir. Le reflet qui la regardait n'était plus celui de la jeune fille en robe ivoire abandonnée devant l'autel. Elle était autre chose maintenant. Pas plus dure. Mais plus stable. Et peut-être était-il temps que le monde le voie aussi. Elle choisit une robe différente de toutes celles qu'elle avait portées. Un saphir profond, moulant, avec un dos nu et des manches longues qui bruissaient à chaque pas. Ses cheveux relevés, quelques mèches lâches par dessein, et non par accident. Autour de son cou, une simple chaîne en or. Élégante. Délibérée. La voiture qui l'attendait en bas était discrète. Le genre que Nathan envoyait toujours. Mais ce soir, elle ne le lui avait pas dit. Il ignorait qu'elle venait. Qu'il soit surpris. Qu'ils le soient tous. Dès qu'elle entra dans la salle de bal, l'air changea. Elle le sentit. Comme de l'électricité dans du velours. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. Les téléphones s'inclinèrent discrètement pour capturer l'instant. Elle marcha seule, le menton haut, chaque pas résonnant comme une ponctuation sur le sol en marbre poli. Puis elle le vit. Nathan se tenait près du centre de la pièce, entouré de donateurs, d'associés, de quelques visages familiers du conseil d'administration. Son smoking était impeccable. Sa posture irréprochable. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Distant. Vigilant. Fatigué. Elle n'avait pas vu ce regard depuis avant la maison du lac. Et quand ses yeux la trouvèrent enfin à travers la pièce, son calme se brisa. Il ne sourit pas. Mais il ne détourna pas le regard. Elle marcha vers lui. Lentement. Avec détermination. Laissant le poids de chaque pas porter les mots qu'elle n'avait pas encore dits. Quelqu'un près de lui, une femme en perles, se pencha et chuchota, « Est-ce que c'est elle ?» Émilie atteignit le bord du cercle. Les conversations s'arrêtèrent. Elle se tourna d'abord vers Lucas. Oui, il était là. Bien sûr qu'il l'était. Il portait son charme comme une armure, une coupe de champagne à la main, le même sourire narquois et poli qu'il avait arboré le soir de leur fiançailles.
Lucas, dit-elle d'un ton égal. Émilie. Il inclina légèrement son verre. Tu es éblouissante. Je suppose que tu as reçu les fleurs. Je les ai reçues. Et le message? Elle sourit. Aussi. Il fit un pas de plus. Alors, peut-être que... Je suis venu ici pour les rendre. Son sourire vacilla. Elle ne baissa pas la voix. Tu m'as dit que Nathan avait tout manipulé. Que je n'étais qu'un pion sur son échiquier. Mais j'ai lu la vérité maintenant. Je l'ai vu dans ses mots, dans son silence, dans la façon dont il ne m'a jamais demandé de le choisir. Sa voix portait à travers la pièce, ferme, claire. Tu es parti parce que quelqu'un t'a payé pour disparaître. Lui, il est resté, sachant que je pourrais ne jamais l'aimer, que je pourrais ne jamais même le regarder. Elle se tourna vers la foule, vers les murmures, les doutes, les questions. J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas, mais je suis tombée amoureuse de l'homme qu'il ne m'a jamais forcé à voir. Celui qui a protégé mon nom, mon art, mon âme, quand personne d'autre ne le faisait. La salle était silencieuse. La mâchoire de Lucas se crispa, mais il ne dit rien. Et puis, elle se tourna vers Nathan. Il n'avait pas bougé d'un pouce. Ses yeux contenaient tout, le choc, l'incrédulité, et une lueur de quelque chose qu'il ne s'était pas permis d'espérer. Émilie entra dans l'espace calme qui les séparait. Elle prit sa main, la tint, et dit doucement, mais avec certitude, je te choisis. Pas parce que je le dois. Pas parce que j'ai peur. Mais parce que je te vois enfin, et je ne me suis jamais senti aussi en sécurité que dans la lumière. Pendant un long moment suspendu, personne ne respira. Puis Nathan fit quelque chose qu'il n'avait pas fait en public depuis des années. Il sourit. Le genre de sourire qui dépouillait le pouvoir, la richesse, la performance, le genre de sourire qui n'appartenait à personne d'autre qu'à elle. Il porta la main d'Émilie à ses lèvres, l'embrassa doucement. Puis il l'attira contre lui, une main à sa taille, l'autre soutenant sa nuque. Il se moquait de qui regardait, plus maintenant, car à cet instant, la seule chose qui existait était ce qui avait pris racine dans le silence, et qui était enfin prononcé à voix haute. Plus tard dans la soirée, alors qu'il se tenait près de la terrasse surplombant la ville, Émilie s'appuya contre son épaule et murmura « Tu me pardonnes ? De ne pas avoir su plus tôt ?» Nathan ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers elle, le regard tendre. « J'ai attendu des années, dit-il. J'aurais attendu toute une vie. » Et juste avant que la musique ne reprenne, il ajouta « Mais je suis tellement heureux de ne pas avoir à le faire. » L'appartement ne semblait plus être le sien. Il semblait être le leur. Le changement fut subtil au début, ses chaussures près de la porte au lieu d'être rangées, une tasse qu'elle affectionnait séchant toujours près de l'évier, le parfum de fleurs d'oranger flottant depuis la chambre au petit matin. Mais plus profondément que ces choses, quelque chose d'autre avait changé. Le silence entre eux ne résonnait plus. Il reposait. Fini les frontières polies, les couches de détachement. Ce qui restait, c'était des questions posées au petit déjeuner sans crainte, des regards soutenus un peu plus longtemps dans le couloir, des mains qui se tendaient non par obligation, mais par instinct. Émilie se tenait au milieu de l'atelier que Nathan avait construit pour elle, maintenant éclaboussé de peinture, de vie et de rire. Les murs blancs étaient couverts de toiles à tous les stades, certaines presque terminées, d'autres tout juste nées. Elle portait une chemise en lin volée dans son placard, manches roulées jusqu'au coude, les mains tachées de terre de sienne brûlée. De l'autre côté de la fenêtre, Manhattan bourdonnait comme une berceuse. Derrière elle, Nathan apparut dans l'embrasure de la porte, café en main. « Je ne t'ai pas vu peindre comme ça depuis des semaines, » dit-il, l'observant avec ce regard calme et constant qui serrait encore son cœur, non de peur, mais de quelque chose de plus chaud. « Parce que je ne me suis pas senti comme ça depuis des semaines, » répondit-elle. « Comme quoi ? » Libre. Elle se tourna vers lui. Et amoureuse. Son sourire s'accentua. « Bien. Je commençais à m'inquiéter que tu oublies. Je n'oublie pas les choses qui comptent. » Il s'approcha, embrassa le sommet de sa tête tachée de peinture et lui tendit le café. « Tu as pensé à un nom ?» demanda-t-il. « Pour la galerie. » Elle hocha la tête. Le soir de l'ouverture n'était que dans 2 semaines. Émilie sourit pour elle-même. « Galerie Thomson. D'après ma grand-mère. » Les sourcils de Nathan se levèrent, surpris. « Pas ton propre nom ?
C'est la raison pour laquelle j'ai pris un pinceau, dit doucement Émilie. Lui donner son nom me donne l'impression d'honorer d'où je viens. Nathan acquiesça. Elle serait fière. Je l'espère. Émilie sirota son café, fixant l'horizon. Tu ne la finances plus, au fait. Cela le fit rire. Un son grave et réel qui s'enroula autour de son cœur comme de la fumée. Oh, je te rembourse. Chaque centime. Je veux que ce soit à moi. Nathan inclina la tête. Tant que je peux toujours être ton investisseur préféré. Elle le regarda par-dessus son épaule. Tu es bien plus que ça. Plus tard cet après-midi-là, ils se tenaient ensemble dans l'espace de la galerie, encore en travaux, mais vibrant de potentiel. Des ouvriers s'activaient autour d'eux, accrochant des lumières, vérifiant les systèmes audio, polissant les vitres. Émilie marchait lentement sur le sol, pieds nus, imaginant l'espace rempli d'art, d'inconnus et de musique. Nathan la suivait, mais ne parlait pas. Il regardait. Et quand elle se tourna vers lui, les yeux pleins de joie et de nervosité, il dit simplement « Ça va être magnifique ». Elle expira. « Tu as déjà eu peur que tout s'effondre ?»« Tout le temps, dit-il. Mais pas ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que cette fois, dit-il en prenant sa main, nous ne nous cachons pas derrière des contrats ou le silence. » Émilie posa sa tête contre son épaule. Pour la première fois depuis des mois, son monde semblait immobile, non pas gelé, mais ancré. Dans les semaines qui suivirent, ils trouvèrent un rythme qu'aucun d'eux ne se pressa de définir. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble, parfois en silence, parfois en riant. Ils s'embrassaient dans les ascenseurs quand personne ne regardait. Ils dansaient pieds nus dans la cuisine sur de vieux disques de jazz. Elle peignait sans demander s'il approuvait. Ils travaillaient tard certains soirs, mais appelaient toujours pour prévenir. Ils n'avaient pas besoin de demander où l'autre en était. Ils le savaient, tout simplement. Et plus que tout, il y avait de l'espace. De la place pour respirer, pour devenir. Un après-midi, Nathan la trouva recroquevillée sur le canapé, carnet de croquis en main, perdu dans ses pensées. Il s'assit près d'elle, et sans un mot, elle le lui tendit. Il tourna les pages lentement. Des portraits d'inconnus. Des moments de la ville. Des lignes rapides qui ressemblaient à du mouvement, à des souvenirs. Et enfin, un croquis de lui. Pas posé. Pas poli. Juste lui. Vulnérable. Ouvert. Réel. Il referma doucement le livre. « Tu me vois mieux que je ne me vois moi-même, dit-il. » Émilie sourit. « Non, je te vois simplement sans essayer de te changer. » Cette nuit-là, ils s'allongèrent emmêlés dans le lit, les lumières de la ville peignant un or doux sur leur peau. Il toucha son visage lentement, comme s'il la réapprenait. « J'avais l'habitude de croire que les gens comme moi n'avaient pas droit à ça, dit-il. »« À quoi ? » ?»« Ça. »« La paix, » chuchota Théil. « Un foyer qui ne ressemble pas à une forteresse. Une femme qui n'a pas besoin que je sois un héros. Juste quelqu'un en qui elle a assez confiance pour revenir vers lui. » Émilie posa sa paume sur sa poitrine. « Tu n'es pas parfait, Nathan. Et moi non plus. Mais l'amour, ce n'est pas se sauver l'un l'autre. C'est se choisir l'un l'autre, chaque jour. » Il ferma les yeux, laissant cette vérité s'installer. Et puis, doucement, presque pour lui-même, il murmura « Je te choisis ». Elle ne dit rien en retour. Elle le serra simplement plus fort et laissa le silence parler. Tout commença par une fuite. Anonyme. Intraçable. Un dossier de mai déversé sur un forum d'affaires populaire, partagé par quelqu'un se faisant appeler la vérité derrière les vœux. Objet en gras. Proposition de mariage stratégique. Atténuer le scandale de Lucas. Préservation de la réputation par l'union. En quelques heures, c'était devenu viral. Émilie se réveilla au son d'un téléphone vibrant sans fin sur la table de nuit. Appel manqué de son agent. 2 messages vocaux de sponsors de la galerie. Et un texto de sa mère, « Émilie, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Elle s'assit lentement, clignant des yeux devant l'écran. Son pouce accéléra. Nathan dormait toujours à côté d'elle, un bras posé sur sa taille. Paisible. Inconscient. Elle hésita. Puis ouvrit le navigateur. C'était là. Capture d'écran. Email. Spéculation.
Tout était tordu. Sorti de son contexte. Mais suffisant pour semer le doute chez quiconque voulait croire au pire. Les gros titres brûlaient. Mariage pour l'image. Les emails du milliardaire provoquent un tollé. Emily Parker n'était-elle qu'un pion? L'empire Bennett bâti sur des secrets? Elle eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pas parce qu'elle y croyait. Mais parce que le reste du monde y croirait. Nathan remua. Et quand il ouvrit les yeux et vit son visage, tout changea. Il s'assit lentement. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui tendit le téléphone. Un silence suivit. Lourd. Grandissant. Suffocant. J'aurais dû le voir venir, dit-il. Elle le regarda. Sont-ils réels? Il hocha la tête. Certains. Tordus. Sortis de l'ordre chronologique. Mais oui, ils sont réels. Et le pire, demanda-t-elle, c'est qu'ils croiront chaque mot. Parce que la vérité ne semble jamais aussi excitante que la trahison. À midi, des caméras stationnaient devant leur immeuble. Les sponsors se retiraient de l'ouverture de la galerie. Les journalistes fouillaient dans son passé. Son passé à lui. La disparition de Lucas. N'importe quoi pour alimenter le feu. Emily reçut des dizaines de messages. Certains de pitié. Certains cruels. Certains exigeant de savoir pourquoi elle s'était vendue. Et pourtant, à travers tout cela, Nathan ne s'enfuit pas. Il ne se cacha pas. Il se tint face au feu et dit ce qu'elle n'aurait jamais cru qu'il dirait. On dit la vérité. Ensemble. Elle cligna des yeux. À qui? À tout le monde. Ce soir-là, ils étaient assis côte à côte dans un studio de télévision. Les lumières étaient trop vives. Les chaises trop raides. La présentatrice trop impatiente. Nous sommes ici ce soir avec Emily Parker et Nathan Bennett, commença la femme, l'air soigné et répété. Le couple au centre de ce que certains appellent le scandale matrimonial le plus calculé de la décennie. La gorge d'Emily se serra. Mais elle ne tressaillit pas. Nathan parla le premier. Calme. Mesuré. Oui, certains de ces emails sont de moi, dit-il. Ils ont été écrits avant le mariage, quand je croyais que Lucas allait partir. J'ai envisagé d'intervenir. Mais ce n'était pas une stratégie. C'était la peur que quelqu'un à qui je tenais soit laissé humilier devant le monde entier. La présentatrice se pencha. Mais vous ne l'aimiez pas à l'époque. Je l'admirais, dit Nathan. En silence. Bêtement. Depuis des années. Et non, je ne pensais pas avoir le droit de l'aimer. Émilie le regarda. L'homme qu'il avait autrefois observé de loin et qui choisissait maintenant de parler pour lui-même, sans masque. Elle prit une inspiration. Puis parla. Je ne suis pas tombée amoureuse de Nathan Bennett pour son argent. Ou son nom. Ou parce qu'il m'a sauvée. Je suis tombée amoureuse de la façon dont il me laissait seule quand j'avais besoin de silence. Comment il savait ce que je peignais sans demander. Comment il me regardait. Pas comme quelque chose à gagner. Mais comme quelque chose qu'il ne croyait pas mériter. La présentatrice cligna des yeux. Momentanément réduite au silence. Émilie continua, la voix stable. Il ne m'a pas manipulé. Il m'a attendu. Et j'ai failli ne jamais regarder en arrière. Mais la vérité finit toujours par vous trouver. Et quand elle l'a fait, je l'ai trouvé, toujours là. Pas exigeant. Pas amer. Espérant juste que je pourrais le voir. Et je l'ai vu. Il y eut un silence dans le studio. Puis Nathan prit sa main et ajouta, nous ne sommes pas une histoire parfaite. Nous ne sommes pas un conte de fées. Mais nous sommes réels. Et je choisirai le réel plutôt que le parfait. À chaque fois. Le segment fut diffusé ce soir-là. Et quelque chose d'inattendu se produisit. Les gens écoutèrent. Pas seulement les mots. Mais le silence entre eux. L'expression sur le visage d'Émilie quand Nathan avait dit « Je ne croyais pas en avoir le droit ». La façon dont elle souriait quand elle avait dit « Il m'a attendu ». Le lendemain matin, la marée changea. Les sections de commentaires commencèrent à basculer. On ne peut pas feindre ce genre de regard. Si c'est de la manipulation, j'espère que quelqu'un me manipulera comme ça un jour. Ils avaient dit la vérité.
Et cela semblait vrai. Les sponsors revinrent. L'ouverture de la galerie fut rétablie. Mais plus important encore, le poids sur leur poitrine commença à s'alléger. Ce soir-là, de retour à la maison, Nathan se tenait à la fenêtre. Les mains dans les poches. Émilie le rejoignit, enroulant ses bras autour de sa taille. « Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça, dit-elle. « Je ne le suis pas, répondit-il. Parce que maintenant, ils savent. Eux tous. Ce que je savais bien avant toi. » Elle posa sa tête contre son dos. « Et c'était quoi? Que tu valais chaque secret. Chaque délai. Chaque espoir silencieux. » Elle le tourna doucement. Se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa. Non pour le faire taire. Mais pour répondre à quelque chose de plus profond encore que les mots. Parce qu'un amour comme le leur n'avait pas besoin de permission. Il avait juste besoin de vérité. La galerie scintillait de vie. La lumière des bougies vacillait le long des murs, illuminant les bords doux de chaque toile. Des rires flottaient entre les conversations. Le tintement des coupes de champagne. Et le bourdonnement discret du jazz venant d'un petit quartet dans le coin. Émilie se tenait au centre de tout cela. Pieds nus sur le sol en béton poli. Sa longue robe de satin frôlant ses chevilles. Ses cheveux épinglés lâchement comme ceux d'un peintre après une longue journée. Elle n'avait pas eu l'intention de pleurer quand les portes s'étaient ouvertes. Mais quand elle vit les gens s'arrêter. S'arrêter vraiment. Devant son article. Quelque chose dans sa poitrine fondit. Ce n'était pas juste une galerie. C'était son histoire. Sa guérison. Sa vérité. Et d'une certaine manière, contre toute attente, c'était aussi le début de quelque chose de nouveau. De la foule, Nathan l'observait. Pas comme un mari. Pas même comme un bienfaiteur. Juste comme un homme toujours en admiration devant la femme qui, des mois auparavant, tremblait dans une robe de mariée. Et qui se tenait maintenant ici. Entière. Il portait un costume noir simple. Pas de cravate. Ses mains étaient glissées dans ses poches. Mais son regard ne la quittait jamais. Près du fond de la galerie, sous un doux projecteur doré, se trouvait un petit piédestal. Dessus, une boîte en velours. Pas de panneau. Pas d'étiquette. Juste une attente. Émilie ne le vit pas avant que la salle ne commence à se vider. La foule s'éclaircit. Les conversations s'adoucirent. Et dans le calme de la soirée finissante, Nathan s'approcha d'elle doucement. Elle se tourna avant qu'il ne parle. Comme si elle avait su qu'il arrivait. « Tu l'as fait, dit-il. »« Non, chuchota-t-elle. Nous l'avons fait. » Il sourit. « Il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il la guida par la main jusqu'au piédestal. Elle baissa les yeux vers la boîte. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la même pierre que sa bague de mariage originale. Mais elle était maintenant sertie dans un nouveau design. Délicat. Intemporel. Et différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Enveloppé de vignes dorées, comme quelque chose trouvé dans un livre de contes. Il ne s'agenouilla pas. Il n'en avait pas besoin. « Émilie, dit-il doucement, je t'ai épousée une fois pour te protéger. Mais je ne t'ai jamais demandé si tu voulais être choisie. » Son souffle se bloqua. « Alors je te le demande maintenant, continua-t-il. Pas par sauvetage. Pas par responsabilité. Mais par amour. Pur. Désordonné. Inachevé. Le genre qui te réveille au milieu de la nuit juste pour te regarder respirer. » Il prit sa main. « Veux-tu m'épouser à nouveau? Pas de contrat. Pas de conditions. Juste deux personnes. Enfin au bon endroit au bon moment. » Les larmes emplirent ses yeux. Elle rit. Le genre de rire qui se brise juste avant de devenir un sanglot. Et hocha la tête. « Oui, chuchota-t-elle. Mon Dieu, oui. » Il glissa la bague à son doigt, et elle allait parfaitement. Mais plus que ça, elle semblait juste. Comme si le cercle s'était enfin refermé. Le personnel de la galerie baissa doucement les lumières, et quelqu'un lança une nouvelle chanson. Douce, lente, faite pour des moments comme celui-ci. Ils dansèrent au centre de la pièce, seuls, entourés de toiles de toutes les versions d'elle qu'elle avait été. Et pour la première fois, elle eut l'impression d'être exactement là où elle devait être.
Plus tard, alors qu'il sortait dans la douce nuit de Manhattan, Nathan la tira contre lui. « Où allons-nous à partir d'ici » demanda-t-elle. Il sourit. « Où tu veux. » Ils décidèrent de garder le Penthouse, mais aussi de restaurer la maison de sa grand-mère à Brooklyn. L'un pour la ville, l'autre pour l'âme. Il se retira des conseils publics et des gros titres. Elle se consacra à l'art, au mentorat et au rire. Il y avait des projets d'enfants, éventuellement, mais pas de pression. Pas d'horloge qui tourne. Ils avaient déjà vécu une vie. Celle-ci, ils la construiraient ensemble. Le premier matin dans leur maison de Brooklyn, elle fit du café pieds nus dans la cuisine, pendant qu'il réparait un robinet qui fuyait. Terriblement mal. Et quand elle le taquina à ce sujet, il l'éclaboussa d'eau sur sa robe. Elle riposta par un baiser. Il cessa de prétendre qu'il savait ce qu'il faisait. Plus tard cette semaine-là, elle accrocha une nouvelle toile dans le salon. Inachevée. Sauvage. Une émeute de couleurs. Il inclina la tête. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il. Elle embrassa sa joue. Espoir. Il s'était trouvé dans la douleur, mais avait choisi d'aimer dans la guérison. Au milieu des ruines, ils avaient bâti un foyer sans contrat. Seulement de l'engagement. Parce que le véritable amour ne commence pas par des promesses parfaites. Il commence par le courage de recommencer. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu.